Ça y est, tu as trouvé un bien immobilier intéressant, tu as signé le compromis avec toutes les bonnes conditions suspensives, tu es motivé comme jamais et tu t'imagines déjà en train d'encaisser les loyers en automatique sur une plage à l'autre bout du monde. Mais là, la banque te dit non. Eh bien, je sais parfaitement ce que tu peux ressentir parce que j'ai moi-même essuyé des dizaines de refus tout au long de mon parcours. Après l'excitation de l'acceptation de l'offre par le vendeur, le fait d'avoir en plus signé le compromis, d'être vraiment engagé dans le projet à 100%, un refus bancaire à ce moment-là, c'est vraiment se prendre un gros stop en plein dans son élan. Ça réveille à nouveau plein de doutes et peut-être que tu te demandes, est-ce que finalement je suis pas fait pour ça? Est-ce que l'immobilier c'est vraiment que pour les riches? Et avant même d'aller plus loin, je vais répondre directement, non, ce n'est pas que pour les riches. C'est juste que personne ne t'a expliqué comment fonctionne vraiment le financement dans la réalité. Et avec le recul, je me suis rendu compte que les refus que j'avais reçus étaient à chaque fois pour une raison fondée. Et finalement, je me dis même, heureusement que j'ai eu ces refus, ça m'a poussé à sortir de ma zone de confort, à me former et à m'améliorer au fur et à mesure que j'avançais. Et aujourd'hui, c'est ce que je vais faire pour toi. Je vais tout expliquer, sans jargon, sans promesses magiques, juste les règles et comment les utiliser. Le plus gros problème, c'est qu'on te donne des conseils un peu hors sol ou incomplets. Il faut avoir un bon dossier, sans te dire ce que ça veut dire. Il faut avoir de l'apport, alors que c'est même pas forcément vrai. Il faut avoir un CDI. Pareil, c'est pas forcément vrai. En tout cas, ces points pris individuellement ne veulent rien dire dans l'absolu. Et en plus, ça ne suffit pas. Ce que les banques veulent vraiment, c'est réduire leurs risques. Et réduire leurs risques, c'est aussi ne pas t'en faire prendre trop à toi. Donc tu peux tout de suite arrêter avec tes pensées négatives du style la banque est méchante, elle veut pas me suivre. Non, non, non. Peut-être que c'est pour ton plus grand bien qu'elle te suit pas. Mais surtout, ce que je veux que tu retiennes ici, c'est que si tu ne sais pas comment les rassurer, même avec un excellent profil, tu peux essuyer des refus. Et à l'inverse, j'ai vu des personnes sans gros salaire, sans grosse épargne, arriver à financer un projet immobilier. Et ça parce qu'ils avaient compris comment parler le langage bancaire. Donc comme je te l'ai dit, la banque n'est pas ton ennemi. Mais attention, ce n'est pas ton ami non plus. C'est un partenaire commercial qui prête si et seulement si elle estime qu'elle peut te faire confiance. Et pour ça, elle regarde trois choses. Le premier, c'est tes chiffres, ton taux d'endettement, donc ta capacité d'emprunt, tes revenus, ton épargne, ton patrimoine. Ici, le plus important, c'est ton taux d'épargne. Tu auras un meilleur scoring bancaire si tu gagnes par exemple 2000 euros et que tu épargnes 500 euros par mois que si tu gagnes 3000 euros mais que tu finis en débit tous les mois. Le deuxième point, c'est ton comportement bancaire. Et fais attention parce que tes relevés de compte parlent pour toi. Est-ce que tu as un budget maîtrisé avec une épargne qui part par virement automatique dès la réception des revenus? Ou est-ce que tu fais des paris sportifs, tu joues au casino et finis à découvert la moitié du temps? Et le troisième point, c'est la qualité de ton projet. Et ici, je ne parle absolument pas d'un bien qui doit avoir des moulures au plafond, mais plutôt d'un projet qui est réellement rentable, qui a été suffisamment bien acheté pour que le montant des loyers dépasse de 30% la mensualité du prêt que tu vas faire, et aussi un projet dont la valeur foncière sera bien supérieure au montant que tu demandes à la banque de financer. Et là, si tu respectes les critères d'octroi de financement et qu'en plus le dossier est propre, maîtrisé, sécurisé, elle va te financer. Si tout n'est pas carré, alors ce sera refus. Ou dans le meilleur des cas, conditions bancales, beaucoup d'apports, etc. Et maintenant, je vais te partager les 5 étapes clés pour obtenir un bon financement. Et la toute première étape, c'est de travailler ton profil emprunteur. C'est-à-dire avoir un taux d'endettement à moins de 35%, ne pas avoir de découvert et encore mieux, avoir une épargne régulière, budgétisée comme je te le disais. Si tu peux avoir une épargne par virement automatique dès la réception de tes revenus de 3 jours après, c'est encore mieux, ça prouve ta maîtrise de ton budget. Et donc tu vas gagner énormément en crédibilité. Une règle très simple que tu peux mettre en place, c'est tout simplement de vivre comme un investisseur avant même d'en être un. Et un investisseur fait très attention à ses dépenses et connaît son budget par cœur. Et maintenant, voyons la deuxième étape.
Mais juste avant, je t'invite à mettre un like pour que je puisse voir que cette vidéo t'aide et je t'invite aussi à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et donc, l'étape 2, c'est de bien préparer son dossier. Ici, je t'invite vraiment à être professionnel dans ton approche, à savoir quels sont les documents à ramener à ton rendez-vous. Typiquement, tu peux ramener tes relevés bancaires des 3 derniers mois, tes 3 derniers avis d'imposition, tes 3 dernières fiches de paye ou revenus professionnels, une simulation du projet ultra carré, notamment avec des avis de valeur foncière et locative du projet. En bref, il faut que tu facilites un maximum le travail de ton interlocuteur, qu'il n'ait vraiment plus qu'à scanner les pièces, qu'il voit que tu es professionnel carré, que tu sais de quoi tu parles, tu connais tes chiffres, tu sais les documents que tu dois lui ramener, etc. Bref, qu'il a affaire à un professionnel. Ça augmente drastiquement la confiance et du coup, ça augmente aussi énormément tes chances d'avoir une obtention de financement. Maintenant, la troisième étape, présente un bien cohérent. Il faut impérativement que tu sois réaliste sur la rentabilité, pas un bien trop exotique ou trop éloigné géographiquement. Même si tu souhaites faire de la courte durée, présente le dossier et assure-toi de la rentabilité sans compter sur la courte durée. Fais en sorte que tes chiffres soient bons en comptant sur un mode d'exploitation plus classique. Argumente, justifie, montre pourquoi ce projet est sain, avec notamment des avis de tension locative à l'appui, ou comme je te le disais tout à l'heure, des avis de valeur foncière ou des avis de valeur locative. Et encore une fois, j'insiste, ne triche surtout pas avec les chiffres. Si comme moi, pour l'anecdote, ma banquière était ancienne agent immobilier, donc si j'avais voulu tricher pour flatter mon ego en augmentant les loyers potentiels, etc., elle m'aurait vite recalé. Et encore une fois, comme dit plus tôt, tu n'as absolument aucun intérêt à tricher sur tes chiffres, si ce n'est de flatter ton ego pour passer cette étape de l'achat, alors que finalement, si tu le fais, tu vas avoir un projet qui n'est pas rentable et qui risque de te coûter chaque mois. Et ta priorité n'est pas d'acheter un bien pour acheter un bien, c'est d'acheter un bien qui te rapporte de l'argent chaque mois pour bâtir ta liberté. D'ailleurs, pour en finir avec l'anecdote de ma banquière, elle était donc banquière dans le deuxième plus gros crédit mutuel de France, ancienne agent immobilier, et elle m'avait même demandé si je voulais pas devenir banquier pour investisseurs au vu de la qualité de mon dossier. Alors, je dis pas ça pour me la raconter, mais vraiment pour que tu prennes conscience de l'impact qu'un bon dossier peut avoir sur la perception que ton interlocuteur a de toi. Maintenant, la quatrième étape, c'est d'être crédible lors de l'entretien bancaire. Donc, il faut absolument que tu assumes pleinement ton projet, que tu montres que tu sais que tu es capable de le faire, que tu l'as vérifié, que tu connais tes chiffres par cœur, que tu as fait les études de marché, les avis de valeur, etc. En gros, il faut que ton interlocuteur comprenne que tu es quelqu'un de sérieux qui va de toute façon trouver un partenaire financier. Et que donc, si ce n'est pas eux, ce sera quelqu'un d'autre. Mais ton projet va être accepté par quelqu'un. Parce que tu es quelqu'un de fiable et que le projet est solide. Efforce-toi bien à parler le langage bancaire, c'est-à-dire à tourner les choses sous la forme du risque maîtrisé, revenu stable, visibilité locative, etc. N'oublie pas que tu n'es pas devant ton interlocuteur pour lui faire croire que tu es riche ou je ne sais quoi, tu es là pour lui prouver que tu es fiable, prévoyant et que le projet est carré. L'étape numéro 5, c'est de trouver le bon interlocuteur. Tu peux notamment passer par un courtier indépendant. En plus, ces frais seront inclus dans le financement la majorité du temps. Donc si tu n'as vraiment pas le temps de démarcher les banques, tu peux essayer. Par contre, je reste convaincu que personne d'autre que toi-même défendra mieux ton dossier. Donc renseigne-toi sur les partenaires bancaires du courtier et s'il ne travaille pas avec toutes les banques ou que plutôt toutes les banques ne travaillent pas avec lui, va démarcher toi-même les banques avec lesquelles il ne travaille pas pour vraiment mettre toutes les chances de ton côté. Il n'y a pas de vérité absolue. C'est pas le courtier est mieux que de démarcher soi-même ou démarcher soi-même est mieux que le courtier. Ça dépend des cas. J'ai déjà eu des clients pour qui le courtier a été meilleur qu'eux pour trouver le financement. Et à l'inverse, avec d'ailleurs le même courtier, j'ai eu des clients qui ont réussi à trouver de meilleures conditions de financement par leurs propres moyens par rapport à ce que le courtier avait pu leur trouver. Et retiens bien que toutes les banques n'ont pas les mêmes critères. Déjà, les règles changent d'une enseigne à l'autre. Mais en plus, même au sein de la même enseigne, selon ton interlocuteur, tu n'auras pas les mêmes réponses. L'exemple en est justement, j'avais déjà essuyé un refus d'un crédit mutuel avant d'obtenir une obtention de prêt avec un autre crédit mutuel.
Parfois, ce n'est pas toi le problème. Prends du recul, sois pragmatique. Vérifie qu'effectivement tu coches les cases, le projet aussi. Si tu es confiant là-dessus, c'est peut-être tout simplement que tu n'as pas encore toqué à la bonne porte. En résumé, tu n'as pas besoin d'être riche pour investir en immobilier. Tu as besoin d'être clair, précis et bien préparé. Mais surtout, tu as besoin de comprendre comment pensent et comment parler à ceux qui te financent. En bref, si tu veux que la banque te fasse confiance, il faut que tu te fasses confiance à toi-même, que tu aies confiance en ton projet et que tu apprennes à parler le langage de la banque. Et maintenant, si tu veux en apprendre beaucoup plus sur l'investissement immobilier, je t'invite à regarder ma vidéo qui s'appelle Le guide de l'investissement, formation pour débutants, la stratégie pour réussir. Et maintenant, avant de scroller sur la prochaine vidéo, n'oublie pas de mettre un like pour que je puisse voir que cette vidéo t'a aidé. Et n'oublie surtout pas de t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos.